Radio Rec, it's air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect avec mes fidèles acolytes. Et parmi eux, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico et bonsoir à tous. Hugo qui était là la semaine dernière. Bonsoir Hugo. Bonsoir Nico et bonsoir Marc, bonsoir Maxime et bonsoir aux auditeurs. Et aux auditrices. Ouais, mais dans auditeur, il y a quand même auditrice. Oui, mais je sais que voilà, c'était particulièrement important de saluer nos chères auditrices. C'est pas Maxime qui dirait le contraire. Je les salue évidemment, je salue tout à chacun. Et bonsoir Maxime, merci d'être avec nous de nouveau Maxime. Merci messieurs d'avoir répondu à ce nouvel appel de l'émission Politiquement Incorrect pour débattre ce soir. Et débattre de quoi ? Eh bien, nous allons parler dans quelques instants de l'actualité du Burkina Faso. Voilà, un retour d'une chronique sur l'international. Marc nous en parlera en particulier. Et puis, eh bien, nous débattrons sur cette actualité brûlante au Burkina Faso, puisque vous n'êtes pas sans savoir eh bien, qu'il y a un contexte politique assez tendu sur place. Nous en reparlerons. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec l'émission Politiquement Incorrect sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Incorrect sur Twitter et Politiquement Incorrect sur Facebook. Et vous pouvez également nous contacter sur politique@radio-rec.fr. Et nous sommes bien sûr rediffusés en podcast en permanence. Vous pouvez nous retrouver sur le site radio-rec.fr. Voilà pour les petites informations pour retrouver l'ensemble des émissions. Alors voilà, les émissions de Radio Rec vont petit à petit toutes reprendre les unes après les autres. On règle les derniers soucis d'horaire et de grille de programme avec la fac. Mais voilà, c'est en train de se mettre en place. Et on sera bien sûr très heureux de retrouver toutes nos émissions sur la radio et peut-être effectivement quelques nouvelles émissions. On va explorer de nouveaux territoires encore inexplorés cette année avec, je pense à des émissions sur les jeux vidéo notamment qui vont arriver sur la radio et qui raviront Maxime, on le sait tous évidemment si on est fidèle auditeur de Politiquement Incorrect. Voilà. Et puis dans cette émission, eh bien, nous allons commencer par un petit tour d'actualité. Et notamment, nous allons parler de l'affaire Willy Sagnol. Et oui, vous l'aviez peut-être, si vous n'êtes pas un grand suiveur de foot, enfin en tout cas c'est mon cas, laissé de côté lorsqu'il a arrêté sa carrière internationale, voire même après en club, donc Willy Sagnol. Et puis là, eh bien maintenant il est entraîneur, Hugo, je crois savoir, et il a dit une petite phrase qui n'aura pas manqué effectivement d'en étonner plus un et de faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, en effet, Willy Sagnol est bien entraîneur des Girondins de Bordeaux, donc club de Ligue 1. Première division de football en France. Et la petite phrase, c'est plutôt la petite expression qu'il a sortie et qui a fait polémique la semaine dernière, c'est le fait qu'il ait parlé de joueurs typiques africains et qu'il ait qualifié ce fameux joueur typique africain donc de joueur physique peu fin finalement, tacticien et donc voilà, grand, tout dans le stéréotype que l'on connaît et que Marc pourrait ressortir évidemment. Enfin, en connaissance de cause, je dis cela. Donc voilà la phrase de Willy Sagnol. Et suite à cette phrase qu'il a prononcée lors d'une sorte de rencontre avec les lecteurs du journal Sud-Ouest, puisqu'il vient de Bordeaux, cette phrase n'est pas restée seulement dans un petit cercle, mais c'est bien étendu et elle a fait polémique, puisque Willy Sagnol a été traité de tous les noms par toutes sortes de personnes, allant de son ancien camarade en équipe de France, Lilian Thuram, qui n'est pas à une cause près, et puis aussi d'autres organismes antiracistes, comme je crois la LICRA et SOS Racisme, pour ne citer que. Et donc il a dû finalement s'excuser platement d'avoir quelque peu, dirons-nous, fait part de maladresse syntaxique, je crois que c'était son expression, voilà, il disait qu'il maîtrisait assez peu la langue française et donc finalement c'est plus une question de maladresse que de racisme. Mais phrase étant dite, on parle aujourd'hui de racisme ordinaire pour qualifier
sa posture, ou du moins sa posture sémantique. On parle de personnes qui pourraient ne pas être racistes, mais prononcer des mots racistes à discuter. Et puis autre chose, avant de laisser la parole à mes confrères ici, de rajouter que cette phrase, cette conférence faite devant des lecteurs du journal Sud-Ouest se rapporte à l'actualité, puisqu'il y a 2 jours de cela, hier même, le Maroc a abandonné l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui doit se dérouler de janvier à février 2015 pour cause d'Ebola. Le risque étant trop grand pour la Fédération marocaine de football et puis pour le gouvernement, j'imagine. Donc l'organisation de cette compétition sportive n'aura pas lieu au Maroc, et là on est en train de discuter sur quel pays pourrait accueillir cette compétition. Et le Qatar notamment se serait positionné comme les 2 anciens organisateurs, organisateurs de la dernière édition, à savoir la Guinée équatoriale et le Gabon, je crois. Et effectivement, il faut des infrastructures pour organiser de tels événements, ce qui explique que ce soit ces pays qui soient cités. Exactement. Et le Qatar qui doit organiser une Coupe du Monde dans les prochaines années. Voilà, le Qatar qui est plus riche et plus fourni que les pays précédemment cités. Et puis, souvent, l'Afrique du Sud sert de 5e roue du carrosse, entre guillemets, dans le sens où, lors des 2 dernières annulations, 2 derniers abandons, on va dire, des organisateurs, c'est l'Afrique du Sud qui a pris en charge la réorganisation. Et pourquoi je parle de la CAN ? C'est parce que Willy Sagnol, outre de parler de joueurs typiques africains, parlait également de réduire le nombre de joueurs africains dans ses effectifs, dans le sens où il faut rappeler, pour ceux qui s'intéressent assez peu au football, que cette compétition a la magnificence de s'organiser en plein milieu des championnats européens notamment. Oui, au niveau de l'hiver, effectivement, Donc, au mois de voilà. janvier. C'est Janvier, ce qui pose février. d'ailleurs la grande question du mondial au Qatar, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Non, c'est une autre question, mais C'est pas la même chose. C'est la même idée, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sera organisé en plein hiver. que je précise sur la CAN, et on peut revenir sur la Coupe du Monde organisée au Qatar, qui se rapproche. Donc la CAN est organisée fin mi-janvier, mi-février, donc en plein milieu des championnats nationaux massivement en Europe, où de plus en plus de joueurs africains viennent. Il faut être réaliste, et sûrement tant mieux vu la qualité des championnats de football européens, ne le nions pas. Et donc ça pose problème au club, dans le sens où pendant 1 mois ils ont des joueurs absents, un mois maximum évidemment, mais ils ont des joueurs de leur effectif potentiellement titulaires qui soit décident de ne pas aller à la CAN pour privilégier leur carrière en club, soit décident d'y aller parce qu'ils sont des ressortissants de ces pays en question, et donc ils vont manquer à leurs obligations en club. Donc, voilà, il y a une sorte de dépendance de laquelle veut se détacher Willy Sagnol. Et pour revenir effectivement à la question de la Coupe du Monde au Qatar, oui, ça se pose, mais là c'est sur des questions de climat, et ça fait extrêmement polémique parce que évidemment lors de l'attribution, ces questions n'étaient pas évidemment sur la table, et ça pose le problème d'une certaine inégalité dans la répartition, dans le sens où le Qatar aurait une sorte de traitement de faveur vis-à-vis d'autres pays qui se sont positionnés, dont l'Australie notamment. Donc voilà. Alors, on voit un contexte un petit peu tendu finalement dans le monde du football. On a eu l'occasion, je crois, de faire quelques émissions sur le sport dans Politiquement Incorrect. Et effectivement, on a là... l'affaire Sagnol, moi je voudrais vous demander quand même, ce qui permettra peut-être de faire réagir Marc et Maxime, on est quand même face à un déchaînement de violence verbale dans cette affaire. Je reprenais l'article, c'est un article de OZAP, le magazine, enfin le site en ligne sur les médias, qui reprenait des paroles de Absatoussi, que je ne connais pas personnellement, mais qui, j'ai été traité de négresse de maison. On est vraiment dans des mots assez violents. Elle mérite le viol, la pendaison, la lapidation sur la place publique. C'est des mots qui sont versés à son encontre. Voilà, donc sur cette affaire, dès qu'on commence à parler un petit peu de racisme, on a l'impression qu'il y a un déchaînement de violence verbale autour de cette affaire, par exemple. Marc, sans doute, aura un avis bien précis sur la question. Je n'ai pas d'avis tranché parce que pour moi, la question justement que soulève Sagnol, c'est de savoir, que
qui a fait soulever d'autres organismes comme SOS Racisme ou la LICRA, donc Hugo en a cité les principaux, c'est de savoir si oui ou non, et je pense pas que ça soit raciste au sens strict du terme, au sens hitlérien, on va dire, c'est le fait de savoir si oui, quand on dit que les joueurs africains, enfin d'Africains ou d'origine africaine, parce que c'est aussi le cas, sont physiquement différents que les joueurs français ou européens. Je vais englober le terme. Le truc, c'est que de dire ça, c'est pas forcément un problème. Si vous dites, voilà, ils sont physiquement sont plus forts. Bon, après, je sais pas s'ils sont meilleurs tactiquement ou j'en sais rien. Mais la grande question, c'est de savoir si quand on dit ça, si physiquement ils sont pas pareils, est-ce que c'est ça dépend, c'est quoi le racisme? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés. Au bout d'un moment, soit on est con et on pense que ça veut dire que forcément, comme ils ont plus de tactique, les blancs sont meilleurs et les noirs sont inférieurs, c'est n'importe quoi. Si on pense juste qu'il y a des différences physiques, mais que ça n'engendre aucune hiérarchie de valeur ou autre, moi je vois pas où est le problème. Et puis, ce qui est intéressant, et là je terminerai pour être très, très concis, c'est des médecins vont, et ça je mets à quiconque, quel auditeur écoutera cette émission, de regarder sur internet, vous aurez des spécialistes, des médecins qui vous diront que oui, effectivement, les Africains ont des muscles ou des os beaucoup plus développés qu'une personne venant d'Europe, et inversement, les Français moins développés. Enfin, vous voyez, on peut trouver le pour et le contraire sur ces questions physiques, mais ça veut pas dire en dessous spécial dédicace au régime nazi. Enfin, je veux dire, faut arrêter de se foutre, ou spécial dédicace à Sarvoyan de Brazza, le cohabitateur du Congo-Brazzaville. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est de la bêtise, mais t'es terrible. Hugo? Je dirais plus dans l'hypothèse que c'est de la maladresse de la part de Willy Sagnol, dans le sens où j'imagine très mal un joueur de football professionnel, quasiment de la génération 98, un petit peu après, se réclamer du racisme stricto sensu, comme dirait Marc. Non, lato sensu, juste. Stricto sensu, c'est au sens hitlérien, il me semble. Oui, voilà, non, mais voilà. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Je vous verrais mal un joueur de football aujourd'hui. C'est un milieu très ouvert, très multiculturel, voilà, très ouvert sur ce qu'on appelle les minorités, que ce soit visible, invisible, peu importe, qui a côtoyé à la fois dans sa carrière de joueur et aujourd'hui dans sa carrière d'entraîneur énormément de joueurs, qu'ils soient noirs, asiatiques, il y en a assez peu dans le football, mais ça peut être des joueurs d'origine arabe, Dans le football français, précisons. Oui, dans le football européen, évidemment, que si tu vas dans le championnat chinois ou le championnat japonais, il y en aura davantage. Mais bon, ça, je l'apprendrai à personne. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a l'air d'être de la maladresse avant tout. Et d'ailleurs, j'invite, comme Marc a invité les auditeurs à aller voir, j'invite les auditeurs à aller voir la conférence en question, et du moins l'extrait où il prononce cette phrase, et on voit terriblement sa délicatesse et on voit bien qu'il a du mal à se placer et à trouver le mot juste. Il le place de manière gestuelle, entre guillemets, et on voit bien à son expression faciale qui marche sur des œufs. Oui, et mais donc, pourquoi il marche sur des œufs? Parce qu'il sait très bien les réactions que ça va susciter. La preuve, on en parle. Non, je veux bien comprendre les réactions. C'est-à-dire que tu peux pas parler de joueurs. C'est difficile de parler de joueurs typiques africains, mais il faut bien se rappeler une chose aussi. Je pense, c'est que il faut analyser aussi le comportement des recruteurs, notamment en centre de formation, qui aussi recrutent des joueurs sur directement des a priori. Donc c'est ça qui est à remettre en cause. Et je citerai quelques exemples au niveau des joueurs non typiques ou atypiques africains peut-être, notamment Abedi Pelé et bon, à moindre mesure ses enfants. Hein. Bon, moins Jordan que André Ayou, qui sont les enfants d'Abedi Pelé et qui sont là des joueurs petits, loin du joueur grand, physique, peu stratège, etc. Donc il y a des joueurs techniques. Bien sûr, mais on peut toujours. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi. C'est assez réducteur.
Et Excuse-moi, mais c'est je très- connais pas très bien le football, mais j'ai pas l'impression que Pogba soit une bête à tuer. Je trouve qu'il est assez. Enfin, je sais pas. Pour les rares trucs que j'ai vus, je trouve quand même il y a de la finesse, il y a de la tactique. C'est Voilà. pas du bois. C'est pas comment s'appelait-il, d'Archeville ou qui lui était vraiment bourrin pour le coup. voilà. non, bah après, mais après ça c'est Mais c'est de la mais après peut-être juste un mot pour compléter sur Jean-Claude Darcheville, parce que faut rendre à Jean-Claude Darcheville ce qui lui revient. C'est que bon, chacun a sa qualité et Jean-Claude Darcheville n'a en rien la qualité d'un Paul Pogba, qui, faut-il le rappeler, Pogba est passé par l'US Torcy, qui est un club pour ça du que j'en coin. parle. local, Je le savais, ouais. c'est pour ça. Maxime, est-ce que tu as eu un avis sur cette fameuse question qui, je sais, te tient à cœur, le football? Bah, déjà le football, ouais, c'est vrai que je suis pas trop. Mais là, Je ça va suis au-delà pas du trop- football. Voilà, oui, c'est pour ça. ça Ah sort, non, mais voilà. ça dire sort que- largement de Alors, la- effectivement. je pourrais pas juger, disons, du fond de. Enfin, savoir si y a un jeu typiquement africain ou pas. Après, en gros, la question c'est est-ce que c'est pas du racisme dans la mesure où on juge quelqu'un sur la base de sa génétique un peu, quoi. Enfin, en tout cas, de son. Ah, mais si de c'est son du racisme, mais après ça dépend que ce qu'on entend par racisme. c'est tout. Ouais. En fait, moi je trouve que la réaction elle est un peu disproportionnée. De monter toute une affaire autour de ça. Moi je trouve qu'il y a des choses autrement plus choquantes et qui devraient davantage attirer notre attention. Après. Sur le racisme en Non, l'occurrence. le racisme. Enfin, non, pas le racisme de cette manière-là. J'ai l'impression que le racisme c'est un peu un épouvantail. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un des principaux, que ça soit un des principaux mots en France, le racisme. Je pense qu'il y a, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que ça n'a pas son importance et qu'il y a pas de victimes, mais que sur une échelle de priorité, à mon avis, bon, c'est des sujets un peu fleuves comme ça, où c'est difficile de tirer le vrai du faux, bon, ça fait parler. Puis là, c'est dans le football, donc ça fait doublement parler, parce qu'en plus, on est dans le domaine du football. Donc, moi, je trouve déjà que la réaction, elle est un peu disproportionnée. Et puis, c'est quand même fort de voir, je veux dire, après toutes ces années, ces décennies où on a prétendu lutter contre le racisme, où, je veux dire, on a tous été sensibilisés dans notre jeunesse. En plus, nous, on appartient à une génération où on a déjà, je veux dire, déjà nous-mêmes, on peut être, souvent, on n'est pas d'origine franco-française à 100%. On a grandi dans des établissements où les photos de classe, il y a toutes les couleurs dessus. Généralement, il y a tous les horizons sociaux, machin. Donc, je veux dire, en plus, avec le matraquage idéologique derrière, cette espèce d'anti-racisme institutionnel, c'est marrant, il y a encore du racisme, quoi. C'est un peu comme dans un autre domaine, l'ONU a été là pour prévenir les guerres. Il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis qu'il y a l'ONU, quoi. C'est cette espèce d'institutions comme ça qui, à mon avis, au lieu de combattre réellement cette cause du racisme, finalement, en font leur précaré et puis l'utilisent un peu à des fins politiques. Moi, je pense qu'il y a derrière cette affaire de foot une affaire un peu politique, toujours dans cette idée de monter un peu les communautés les unes contre les autres. Il y a une stratégie de la tension, à mon avis. Donc ça, c'est un peu sur une analyse un peu globale, quoi, enfin un peu détachée du truc. Maintenant, si on s'intéresse au fond vraiment de cette histoire, c'est vrai qu'on remarque que très souvent, il y a des réactions disproportionnées dès lors qu'on veut pointer du doigt des différences qu'il existe en fait dans l'humanité, des différences naturelles. Que ça soit entre hommes et femmes déjà, ça pourrait être un autre sujet, mais ça recoupe un peu celui-là. Quand on prétend qu'il y a des différences entre hommes et femmes, tout de suite on veut nous faire dire qu'en fait on a dit qu'il y avait une hiérarchie et donc il y avait un qui était supérieur à l'autre. Pareil, je veux dire, je ne saurais pas juger, j'ai pas les connaissances sur le plan de la physiologie, de la biologie humaine, de savoir dans quelle mesure il n'y aurait pas différents types. Je veux dire, au sein de l'humanité, il ne s'agit pas de classer une hiérarchie, du coup, je précise, mais de savoir si, selon que l'on soit caucasien, que l'on soit africain, que l'on soit asiatique, j'en sais rien, d'origine des pays d'Amérique latine, ou quoi, selon les régions du monde, je veux dire, on voit qu'on a quand même déjà des tronches différentes. Déjà, on le voit, on le note, et bien souvent, on arrive à reconnaître quelqu'un déjà à son visage, au trait du visage qu'il a, enfin, la couleur de peau, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, je veux dire, sous le capot, aussi des paramètres un peu différents.
sans encore une fois établir de hiérarchie. Je crois savoir, du coup, là depuis tout à l'heure, j'ai essayé de chercher sur mon téléphone, mais j'ai pas réussi à retrouver le nom de la personne qui disait ça. Mais bon, c'est pour ça, je répète, j'aurais préféré avoir le nom pour que chacun puisse vérifier et tout. Mais je crois que c'est un homme qui a écrit pas mal, qui a pas mal dessiné les bouquins de musculation avec les muscles et qui a écrit tout un tas de livres d'aide en gros à la musculation. Et d'ailleurs, là, je crois il va faire une conférence bientôt sur l'homme, l'évolution de l'homme, etc. Et je crois me souvenir que c'est lui, dans une vidéo, qui nous expliquait que dans l'armée, justement, on était parfaitement conscient de ces différences-là, de typologie entre, par exemple, un blanc et un noir. Que, par exemple, quand on était blanc, on avait une meilleure résistance au froid. Je crois que c'était, au niveau des extrémités, on a développé quelque chose. Par exemple, du coup, ça va nous parler à nous. Quand il fait très froid, en fait, et que vous avez froid aux mains, vous voyez qu'à un moment donné, en fait, votre corps réagit et vous avez une espèce de picotement dans les mains. En fait, c'est vos mains qui se réchauffent, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, on résiste mieux. On a cette espèce de douleur-là. En fait, c'est une douleur, ça fait mal, mais en fait, c'est bon. Ça veut dire que c'est notre corps qui réagit à ce froid un peu extrême et qui, en fait, empêche tout simplement que nos doigts congèlent. Et La je crois vasoconstriction, la vasodilatation, c'est ce qu'on apprend en je sais pas SVT, exactement. ça. Voilà, tu vois, c'est là que j'aurais préféré citer le bonhomme pour pas, disons, parce que là, du coup, je reprends un peu ses propos, puis de mémoire. Mais il disait que justement, en fait, il fallait être conscient précisément de ces choses-là, parce que par exemple, de ce qu'il disait, justement, les populations noires n'avaient pas cette faculté-là. Donc là, du coup, on va me dire peut-être j'établis une hiérarchie sur ce truc-là. Bon, enfin, après, du coup, il y aura sans doute. Mettez un rouquin d'Irlande et un noir de Côte d'Ivoire sur une plage de Biarritz en plein mois d'août, vous verrez que il n'y aura pas les mêmes résultats sur la peau aussi. Vous voyez, c'est tout. En fait, on voit qu'il y a quand même des disparités au sein de l'humanité. Encore une fois, il ne s'agit pas d'établir de hiérarchie, je le répète, même si. Et donc, du coup, il faut même parfois être conscient de ces différences-là, parce que prenez le cas d'imaginer d'un état-major ou quoi, il y a une mission assez périlleuse à mener dans des pays où il fait extrêmement froid, et du coup, on va peut-être privilégier un certain morphotype, quoi. Et que si on veut ignorer simplement par idéologie les humains, si on prétend que les blancs ils sont comme ci, les noirs ils sont comme ça, alors du coup on est raciste, peut-être que ça pourrait mener à la mort d'individus, vous voyez. Comme il y a eu aussi plus récemment, je pense à ça et je termine, il y avait eu, je crois, deux femmes flics qui s'étaient faites tuer par un dingo là, qui avait réussi à retourner leur arme contre elles, etc., et qui les avait tuées. C'était des mères de famille et tout. Et là, c'est encore une fois l'idéologie. On veut que les hommes soient comme les femmes, etc. Or, on sait que il y a des déterminismes naturels. La musculature d'un homme est plus développée que celle d'une femme, et que probablement si ça avait, pardon. En général. Oui, mais après c'est des Après, il y a exceptions. aussi du travail, c'est sûr que je vais pas, moi, en tant qu'homme relativement mince et pas de très grande taille, me mesurer à la championne du monde de boxe, quoi. Ok. Maintenant, encore une fois, c'est des exceptions, et quand on veut faire une analyse globale, on prend des tendances lourdes et générales, quoi. Sinon, après, oui, on peut titiller sur le cancéreux en phase terminale, bon, ok. Mais bon, de manière générale, la musculature d'un homme est plus développée que celle d'une femme. Et donc, typiquement, dans ce cas-là précis, dans ce fait divers-là précis, peut-être que si on avait eu 2 flics hommes, la situation n'aurait pas été la même. En tout cas, il y a plus de chances qu'il n'y ait pas ce genre de drame qui se produise. Mais simplement par cette idéologie de tous égaux, tous pareils, et donc il faut autant de femmes flics que d'hommes, que je trouve que c'est très idéologique. Et bref, donc pour cette histoire-là de foot, voilà, c'est une réaction qui me semble disproportionnée par rapport à ce qu'il a dit. Peut-être qu'après, dans le milieu du foot, en plus, entre eux, ils peuvent se dire oui, c'est un joueur typiquement africain. Oui, on dit bien, il y a un jeu typiquement français, il y a un jeu argentin, il y a un jeu brésilien, il y a un jeu allemand. Bon, vous allez me dire, c'est pas lié à la génétique, tout ça. Mais bon, je pense quand même que par rapport au morphotype, on peut avoir des caractéristiques. Je vais terminer sur une comparaison qui va peut-être me valoir d'être traité de je sais pas quoi, mais c'est un peu comme une bagnole, quoi. Je veux dire, regardez, quand vous prenez des jeux de course, vous avez des bagnoles qui présentent des caractéristiques différentes. Il y en a qui vont être balèzes en accélération, d'autres en vitesse de pointe, d'autres en tenue de route, par exemple. Et puis, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Simplement, selon le terrain sur lequel vous allez devoir évoluer, vous allez prendre la bagnole qui correspond le mieux. Donc, il ne s'agit pas d'établir de hiérarchie, encore une fois, mais simplement de dire qu'on a justement une richesse. C'est aussi ces différences-là qui font la richesse, et que peut-être qu'on peut
au lieu de dire il y a des différences, donc c'est pas égal, donc c'est caca, dire bah on a des différences, mais développons des complémentarités au lieu d'opposer comme ça les uns contre les autres. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans le débat, mais je vois qu'avec Hugo, on se faisait des signes, on avait quelques éléments de ton discours qui nous ont pas forcément convaincus. Et moi, je dirais que finalement, on est peut-être dans un système dans lequel on veut tellement ranger les choses dans les cases, de dire que telle personne est africaine ou n'est pas africaine, à tel type de paramètres, et bien que l'on en vient justement à commettre ce genre de choses et à tout ranger dans des cases. On en arrive là, et finalement de se dire que les différences, enfin voilà, on veut toujours chercher quelles sont les différences et les points communs entre les gens et essayer de les faire rentrer dans des cases. Et pour moi, c'est ça qui fait le mal sur lequel on est confronté à devoir dire oui, de manière générale, les femmes sont moins musclées, alors qu'en réalité, une femme est plus ou moins musclée que moi, mais ça ne change. Enfin voilà, c'est pas. Non, mais il y a quand même des. Et puis rentre là-dedans, et je pense que Hugo peut-être me rejoindra là-dessus. Il y a aussi tous les déterminismes sociaux qui font que les femmes, de manière générale, travaillent peut-être moins leur musculature parce qu'on les a rentrées dans ce moule de la société où les femmes sont... Donc finalement, est-ce qu'elles ne sont pas prisonnières, entre guillemets, parce que ça voudrait dire que c'est une situation péjorative, mais est-ce qu'on n'est pas prisonnier de ces idées-là? C'est de grandes théories sociologiques. Alors, qui sont la grande là-dessus, question mais qu'il faudra avoir, J'en j'en ai pour 10 secondes, mais la Ouais. grande question qu'il faudrait se poser, c'est imaginez-vous qu'on est dans un monde où il y a rien du tout, c'est une case blanche, on vit comme ça. Si on laisse 10 années passer, 20 années passer, si vous mettez un homme et une femme qui au bout de 20 ans. Eh bien, il y a des sans sociétés, effort, où le rapport entre les hommes et les femmes est totalement l'inverse de celui que l'on vit nous Je te dans le monde occidental. je te parle du Pour mode te répondre. je te parle physiquement. Eh bien oui. Alors vas-y, dis-moi. Eh bien, je suis sûr qu'on devrait pouvoir trouver. Je suis sûr, mais là on fait de la majorité, si tu veux. Mais toi, t'as pas non plus d'exemple, c'est ça que je veux dire. Mais tu demandes un exemple à Nicolas. Une mais t'en as non pas. mais regardez, nous on fait pas de musculation, tant qu'on est, on n'a pas fait de musculation. Amener des filles qui sont dans notre classe qui font pas de musculation, on aura forcément sans effort, on aura forcément physiquement plus de force. Mais ça veut dire quoi sans C'est tout. effort? Sans travail musculatoire. Oui, mais, Non, mais- alors déjà deux choses. Non, mais La là, Non. vous êtes dans un Deux truc choses. là. La musculature, elle se fait pas seulement par un travail de musculation, elle se fait aussi, je pense, un travail de tous les jours, bien porter sûr. des choses, les Même métiers, marcher, etc., on porte- marcher. Et elle passe par l'alimentation et Ah, la elle passe façon de Après, faire plein de choses. Hein. Alors, je dirais pas dans le discours qui veut dire homme égale purement une femme, je veux dire 100%, comme l'a dit Là, vous y tendez Maxime, quand même avec vos comme, trucs. hein. comme l'a dit, mais laisse-moi Non, finir si tu m'écoutes pas on forcément. dit qu'il n'y a pas forcément le déterminisme que vous. Enfin, il n'y a pas forcément ce que vous dites. Alors, Maintenant, déterminisme on n'affirme naturel. pas le contraire. comme Vas-y, Hugo. voilà, ce que disait Maxime, c'est que moi j'irais pas dans le sens qu'il critiquait, mais j'irais pas dans le sens non plus contraire où il faut absolument exacerber. Ah, mais les ça, c'est diffé- du Attends, relativisme. non, alors si tu me laisses pas finir, forcément, C'est ça du va pas être clair. relativisme. Non, tu n'écoutes pas. Si tu dis je suis pas d'accord avec lui, mais je suis pas d'accord Non, avec l'extrémité, je Marc, suis au milieu. on va laisser Bah Hugo voilà, terminer. mais là, c'est assez drôle comme ça. Surtout mais- que ce n'est pas le sujet non plus de ce Voilà, soir. donc si tu me laisses terminer, je dis juste qu'il faut pas être défenseur extrémiste de la version qui dirait un homme égale une femme et il n'y a aucune différence, ni aucune disparité. Et ça serait assez débile aussi de dire qu'il faut, je pense comme le dit Maxime, qu'il faut absolument qu'il y ait des différences. C'est pas qu'il faut, c'est qu'on prend acte. En Non, fait, c'est-à-dire que à c'est pas certains qu'il faut, moments... ce n'est pas idéologique. À certains C'est moments, un Maxime, constat. tu as parlé, laisse-moi parler aussi. À certains moments, on le voit, il y a pas mal de cas où tu vois que une femme, peut-être physiquement, tu citais un exemple avec des agents de police femmes, elles peuvent être physiquement plus fortes que toi. Et ça, je sais pas, c'est pas une honte de l'avouer. Et elles peuvent non, être mais- supérieures dans la situation. Elles peuvent être supérieures. Non, Et c'est mais pas. Et À entraînement égal, c'était elles sont très moins fortes qu'un homme. hasardeux de ta part de pointer que tu disais peut-être qu'avec des hommes ça serait mieux passé, mais peut-être ça n'a aucun poids le peut-être. On n'est pas T'es face dans à le du peut-être aussi, HP. Non, mais attends. Mais, Non, mais T'es dans lui, le peut-être aussi. Là, quand là, même. là, là, on a un Non, Non, souci. mais Moi, regardez, je qu'est-ce te qu'on a dis. fait là Je te pendant dis. toutes les guerres? Qui est-ce qu'on a Attends, appelé on à a la un souci. mobilisation? On Non, a non, fait des hommes. ça c'était social. Non. La place de la femme dans la société avait. Non, mais excusez-moi. Là, on est dans un. Là, on est dans le travers. On est dans le travers de l'universitaire. Mais alors, mais il quel y a tra- que dans les milieux universitaires que on nie la réalité, quoi. Quel On est milieu tellement dans le universitaire dogmatisme. Non, mais là, on est vraiment dans l'idéologie pure et simple, l'idée de dire que finalement, je sais plus comment tu disais, enfin, en tout cas, ça serait déplacé de dire que
En fait, pour toi, tu nies tout simplement que la musculature d'un homme est plus développée que celle d'une femme, quoi. Sans effort. Non, c'est pas ça. C'est condition à l'état égale. naturel. Non, oui, dans à certains condition cas, oui. égale. Dans certains Messieurs, Non, mais messieurs, ne parlez attendez, pas tous en on même parle temps. on parle pas d'exception. On compare ce qui est comparable. Bah, C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris un exemple Maxime, entre Maxime. moi et la championne de boxe. Maxime, Attends, j'ai pas terminé. Bah Et en même temps, ça c'est une exception. C'est comparons ce qui est comparable. Mais Je veux dire, comment- parlons d'un Non, flic, mais- par exemple, À qui a ce reçu compte-là, la dans même deux formation. boxeurs, tu prends deux Attends. boxeurs, une championne du monde de boxe, Voilà. un Mais champion- quelle catégorie, voilà, quelle ce qu'il faut- catégorie en poids lourd, les Poids deux. lourd, voilà, les deux poids lourds. Ah ouais, tu poids lourd. mets. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on sépare Tiens, pour une bonne question pour vous. Pourquoi est-ce qu'on Voilà. sépare à ce Non, moment-là mais ça, les compétitions hommes et les C'est compétitions une femmes? bonne question. Parce qu'on sait qu'une femme, elle prendra une branlée contre son équivalent homme de la même catégorie. Si on compare ce qui est comparable, l'homme a une musculature plus développée que celle de la femme. Point. C'est un fait. Et c'est pas une idéologie. Dire le contraire, c'est déjà rentrer dans une forme d'idéologie, et c'est rentrer dans l'idéologie dominante actuelle de dire l'homme, ça doit être égal à une femme. Quand on est contre ça, on n'est pas ouvert, on n'est pas dans le Mais progrès, c'est- c'est réactionnaire, blablabla. Il y a des choses. Là, nous n'avons pas Non, dit non. ça avec Non, Hugo. Non, mais c'est Non, c'est mais, ce qui est- non, mais incroyable. débattons Tu sur le même déformes. niveau. Non, Tu mais déformes ce que je c'est dis. systématiquement ce qui est Non, dit. tu déformes, tu dis, t'as une manière de caricaturer, tu dis voilà, vous rentrez dans le discours, ce que tu appelles discours universitaire. Eh oui, parce je sais que pas quoi, le toi, ce que nier tu ça- appelles relativisme. Non, Peu mais nier importe, ça, peu c'est. importe le nom. On peut rien faire, quoi. Je- C'est je comme nier ne- que la Maxime, Terre est ronde, Maxime, c'est- on Il y a écoute Hugo. en aucun cas dans mon discours une négation de ça. J'ai jamais dit. C'est la première chose que d'ailleurs j'ai précisé dans mon intervention. J'ai dit je n'irai pas dans ce sens-là, ni dans le tien. Oui, mais du coup, tu te mets au milieu. Eh bien et oui. Bon, mais alors. Mais- enfin, Non, mais alors, À un mais- moment, je vois bien comme toi les compétitions. On peut rappeler d'ailleurs, et on peut en discuter, une intervention de Gilles Simon, un des joueurs français, de bon, qui est- tennis. voilà, un joueur de tennis français, bon, aujourd'hui moins bien classé qu'il l'a été, qui a été un moment dans le top 10 mondial, et qui disait je comprends pas que les femmes touchent autant que les hommes. Donc voilà, ça avait fait polémique. On peut en discuter aussi. Est-ce que Non, mais ça, c'est après, c'est du salaire, on s'en fout. Bah, C'est pas non, le du sujet. salaire, Moi, je c'est parle de biologie. tout travail. Je parle- non, je parce parle- que, attention Maxime, lui ce qu'il sous-entend et ce qui est en même temps mis en place par les règles actuelles du tennis, c'est que les femmes et les hommes ne jouent pas dans les mêmes catégories et selon les mêmes règles du jeu, dans le sens où on a une organisation en 2-7 gagnants et une organisation en 3-7 gagnants qui change extrêmement les choses. Ça dépend des fois, politique, des fois, c'est une des polémique. fois, Selon quand c'est que pas ce des soit grands du chelems, voilà. ou non. Ça dépend des grands chelems. Bien. Mais m'en c'est fous, une m'en fous, organisation de flottante. ce Mais genre non, de si tu t'en polémique. fous pas. Non, mais non, je m'en fous. C'est-à-dire que Moi, je te dis, t'as un c'est- temps de jeu qui est différent, donc peut-être que là c'est un argument Non, mais pour je toi, parle pas du prends-le. salaire. Je parle pas du salaire, c'est que. Non, Ah, mais je si parle- on veut, messieurs, à mon avis, C'est grave vivre. que Maxime. tu n'écoutes pas ce que je te dis parce que Mais je te parle si. pas seulement du salaire, je te parle des règles même du jeu, Eh ben, qui sont différentes. oui, En- eh ben, selon que tu joues en 3 ou en 2-7 gagnants. Bon, c'est quoi? Du coup, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y a un match qui va durer 5 heures et un match qui va durer 2 heures. Donc c'est quoi? Ça veut dire que pour les femmes, c'est que pour les femmes, du coup, ça dure moins longtemps ou que. Ah Voilà, oui. c'est ça. Bah, Voilà, ouais. après c'est à discuter. Est-ce que le choix il est probant ou est-ce qu'il est Mais parce Ça, que c'est- il y a une vérité scientifique, enfin, je veux dire éternelle et constante, pense que traditionnelle que, il y a- que de tout. Il y a une part de vérité, je dirais pas jusqu'à la nier, ça serait une bêtise. Et... Ah oui, non, mais du Non, coup, mais c'est alors bien. si on, non, mais c'est soit tu l'admets, Mais- soit tu l'admets pas. Tu Non, peux pas dire c'est- je sais pas en c'est- fait. c'est- Sinon, je ça ne sert à dis rien. pas, je ne dis pas, je Non. sais pas. C'est loin de ça. Et juste deux petites secondes, Nicolas. Je dis simplement que on a aussi en tête une logique qui veut que l'homme soit responsable de tout ce qui est physique et la Non, mais femme là, soit c'est responsable. l'idéologie. Non, encore. ce n'est pas Arrête, une là, t'es dans le idéologie. concept. Là, L'idéologie- c'est pas aussi Messieurs, poussé que ça ce que je te dis. Toi, On a- tu on a- es en train de nier une espèce de contre-idéologie qui irait contre C'est pas une l'idéologie idéologie. que, Écoute, soi-disant, j'évoquerai. La ici. question est simple. J'invoquerai. est-ce Non. que tu reconnais ou pas que la musculature d'un homme est naturellement plus développée que celle d'une femme? De manière générale. Oui, De c'est manière ça, générale, c'est tout. sûrement. Voilà, Bah c'est- oui, voilà, bah bah oui, c'est tout. forcément. Oui, Et bah, sauf du que coup, ce et que bah, l'on par dit. contre, Sûrement. eh bah, attends, Excusez-moi. attends, Non, non, je non. termine du Non, coup non, le mais on va concept, pas parce pouvoir que c'est rester la base. 3 heures sur le Non, mais débat c'est non la plus. base. Attends, c'est la base. Une fois qu'on admet ça, du coup, je reprends l'histoire avec la flic qui Mais visiblement. on va t'a pas la dérangé. refaire. Attends, mais je discute avec Hugo là. Bah oui, bah dis. Merde, putain, laisse-moi finir. Et donc, reprenons cet exemple avec la flic. Ça avait l'air de te déranger. Bon, et bah si on part du principe que la musculature normalement donc d'un homme est plus développée que celle d'une femme, alors il y avait plus de chances. Je dis pas que c'est automatique et que c'est forcément vrai, mais il y avait plus de chances. Du coup, si ça avait été deux hommes flics face à en gros à ce bandit quoi, si ça avait été deux hommes face à ce criminel, il y aurait eu plus de chances donc d'éviter ce problème-là. Et si on est dans une logique saine et qu'on veut minimiser les risques, alors on aurait mis davantage deux hommes plus que deux Ce femmes. à quoi Mais- on répond avec Hugo,
Et après, qu'on ne peut pas la parole. appliquer la théorie générale comme ça à un cas particulier. Et je pense- Comment peut-on savoir si tu avais mis son collègue Jean-Pierre C'est au pour ça que lieu les de universitaires sont Fabienne? des branleurs. Mais C'est pour ça excuse-moi, que les universités sont des comment branleurs, est-ce c'est que qu'on du peut- coup on reste dans la Non. théorie et on ne peut jamais mettre en pratique quoi que ce soit. peut-on dire que si on avait mis Bernard à la place de Fabienne, ça aurait changé quelque chose? Parce qu'il existe une règle qui consiste à dire que c'est ce que j'expliquais quand tu me coupais, c'est que il existe une règle que selon laquelle les hommes ont une musculature plus développée que celle des femmes, donc tu maximises les chances, enfin, en tout cas tu minimises les chances d'avoir un drame s'il y a un homme plutôt qu'une femme. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. C'est le problème du cas particulier et qui peut Donc il donner faut enlever les naissance à femmes de la des police parce que exceptions. susceptiblement elles Non, sont plus mais pas non vulnérables. plus, mais pas non plus créer une idéologie qui consiste à dire il faut mettre autant de femmes Non, que d'hommes parce l'idéo- que c'est autant un métier de femmes que Non, d'hommes. l'idéologie, c'est pas ça. on Et n'en les parle chiffres, pas de ça. le Si, c'est monde- l'idéologie. Non, c'est pas l'idéologie. Les quotas, s'ils peuvent exister, ils sont beaucoup plus bas que 50-50. Et je pense que les tests d'acceptation, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, pour entrer dans la police, Les ils sont concours aussi- d'entrée. Ce sont des voilà, les concours, Ce concours sont des d'entrée, concours, ouais. ils sont Donc aussi déjà, durs pour les voilà. femmes que les hommes. Bien sûr. C'est des Oui, oui, concours mais- physiques Mais messieurs, et qui sont aussi on a de bien recherche. on a bien Non, mais compris. après, non, mais, non, non, pourquoi non, dans non, l'histoire, messieurs, on ne voit messieurs, que des on a armées bien d'hommes compris. On a bien compris. Pourquoi dans l'histoire Ça, y a-t-il c'est- que des armées d'hommes? Peut-être qu'il y a eu des tests dans les premières heures de l'humanité, je sais pas, où il y a eu des armées de femmes qui se sont C'est qui se également sont une élevées. question s'appelle sociétale, les mais je Amazones. pense. Ah bon, bien sûr. Parce Non, que mais ceux qui messieurs, dirigent, ils s'intéressent n'est à pas l'idéologie. au Non, ce qu'ils veulent, c'est programme. du résultat. Maxime, C'est pas on est-ce va- que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Nous allons passer à un autre sujet car l'émission file, le temps court. Mais voilà, bon, nous reviendrons sur les histoires du Maroc, bien sûr, dès que dans une autre émission, puisque nous allons consacrer bientôt une émission à la santé et nous reviendrons bien sûr sur Ebola et tout ce qui touche à cela. Et nous allons rentrer sur une deuxième partie de cette émission consacrée maintenant effectivement à l'affaire au Burkina Faso, aux différentes affaires politiques. Marc va nous en parler tout de suite. Donc, une sorte de chronique appelée Que se passe-t-il au Burkina J'ai Faso? On va essayé- dire que le titre est général. Le au titre moins, est hein. très général parce que je trouve que l'actualité en fait quelque chose de très compliqué alors que c'est pas si compliqué que ça. Et vous allez voir que l'influence, je dirais, de l'histoire africaine nous influence toujours sur les comportements actuels, on va dire. Tout commence en 1987. Voilà, tout commence en 1987 lorsque le palais présidentiel donc, du Burkina Faso fut attaqué par des putschistes. Et Thomas Sankara, cette grande figure justement de l'anti-impérialisme africain, qui trouve à la mort dans cette date, durant l'assaut, dans des circonstances encore controversées. Alors certains y voient l'influence de son grand ami de l'époque, qui justement est au pouvoir aujourd'hui. Blaise Compaoré. Voilà, nickel, qui est Blaise Compaoré, grand ami. Alors c'est un petit peu la même idée, même histoire qu'on a eue avec Marianne Gouabi, avec Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Il y a toujours des alliances, puis après on ne sait pas qui a tué qui, c'est un petit peu pareil. Donc à cette époque, donc en 87, c'est Blaise Compaoré qui va prendre le pouvoir et qui était de l'ethnie Mossi comme son prédécesseur et voilà qui va être le chef de l'État après avoir dissous la CNR et mis un terme aux aventures idéologiques de son prédécesseur. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que le CNR déjà pour nous expliquer? Je crois savoir que c'est le Conseil national de la Révolution, mais tu vas nous en dire plus. Exactement. Et puis bien sûr, quelle idéologie, dans quelle idéologie cela s'inscrit-il? Alors, Sankara a pris le pouvoir, donc il devient un chef de l'État lors d'un coup d'État perpétré donc dans la nuit du 4 au 5 août 83 avec le concours de son ami, Blaise Compaoré qui dirigeait les paracommandos qui prenaient la ville de Ouagadougou lors d'un putsch et qui va constituer le 25 août avec Thomas Sankara le Conseil justement national de la Révolution composé, là on y vient dans la définition, 5 militaires, 15 civils et qui appartiennent à divers courants marxistes, pro-chinois, pro-soviétiques, pro-albanais. On précise quand même qu'on est dans une période de guerre froide, ce qui peut avoir une légère influence quand même dans cette idéologie-là. Donc à cette heure, Blaise Compaoré est le numéro 2 du régime et se positionnait justement dans ses aventures idéologiques comme un anti-impérialiste sur l'idée d'une révolution burkinabé ou d'une révolution qu'il appelait aussi, de par son patronyme, sankariste. Donc la CNR prit en main la population par le biais des comités de défense de la Révolution et fit régner la terreur grâce aux tribunaux révolutionnaires, un peu de ces gros systèmes pseudo-soviétiques ou marxistes, léninistes, et créés par une ordonnance de 83. Ces tribunaux vont commencer à siéger au mois de 84 en rendant une justice devant le peuple sans ministère public et sans avocat. Donc vous voyez, cette grosse machine qui se met en place, totalement subjective, arbitraire, mais bon, c'est le propre des régimes, je pense, on va dire pro-soviétiques ou justement pro-chinois pour le coup. Alors en 1991, je crois que Blaise Compaoré
c'est bien comme ça qu'on prononce, arrive et devient donc président, mais donc j'imagine qu'il se passe bien des choses avant cela. Bah, il se passe des choses dans les mandatures de Blaise Compaoré. En mars 90, comme dans la plupart des pays, le Burkina Faso amorce la transition démocratique, c'est la conférence de La Baule, et donc en 91, le multipartisme est instauré. La constitution de la 4e République fut adaptée par référendum le 1er décembre 91, et Blaise Compaoré est élu président de la République avec quand même un taux d'abstention de 74%, ce qui est nettement conséquent. Donc, Euh, il devient président le 1er décembre 91 et la constitution... Président de la République, Voilà. mais il était au pouvoir avant. Et la Il faut le constitution, préciser, c'est le si vous 2 juin 1991, donc quelques mois auparavant. Exactement, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il est au pouvoir en fait depuis la mort de Thomas Sankara, mais il devient président de la République. Parce qu'il a été réélu, un petit peu comme, comment s'appelle-t-il au Cameroun, Paul Biya. C'est un peu le même système, c'est-à-dire on suit la logique. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que pour comprendre la crise actuelle, c'est obligatoire de faire un retour en arrière. En L'histoire effet, nous a donc montré que... l'histoire africaine nous montre que il y a un an, il y a eu 2 manifestations qui ont secoué le pays. Donc on est en 2013 et il y a 2 réformes qui ne plaisent pas du tout. On a connu ça aussi au Cameroun très récemment. 2 réformes qui ne passent pas aux yeux du peuple et des opposants au régime de Blaise Compaoré. C'est d'abord la création d'un Sénat. Qui ne plaît pas du tout aux opposants. Et deuxièmement, la réforme de l'article 37 de la Constitution qui pourrait, si c'est modifié, donner la possibilité à Blaise Compaoré d'avoir un nouveau mandat. Donc on est un petit peu dans l'actualité même du Congo-Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso, qui veut modifier la Constitution pour pouvoir se faire réélire, comme l'a fait en son temps l'illustre Paul Biya une fois arrivé au pouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle donc, le 19 juin 2013, à l'appel d'une trentaine de partis d'opposition, 50 000 Burkinabés vont arriver dans la capitale et vont s'opposer à la création du Sénat. Et une semaine plus tard, jour pour jour, les partisans du pouvoir vont faire la même chose et vont vouloir soutenir le Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est-à-dire le parti de Blaise Compaoré au pouvoir. Et donc ces 2 manifestations sont, on peut dire, un prélude à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça résume très bien cette situation préélectorale qu'on aurait dû connaître si Blaise Compaoré n'avait pas décidé, suite aux pressions, de quitter le pouvoir, la bataille électorale présidentielle de 2015. Et surtout que depuis les élections législatives de 2012 et municipales de 2012, l'opposition n'a jamais été aussi forte, ce qui fait que ça affaiblit totalement le pouvoir de Compaoré, mais qui est quand même fort, justement, des associations coutumières avec lesquelles il s'est rapproché, et même du secteur informel, des associations religieuses, etc. etc. Donc ce qui fait un petit peu ce qui persistait encore aujourd'hui. Notamment, faut le préciser peut-être, qu'il fait partie quand même de l'ethnie la plus représentée au Burkina Faso, qui est les Mossi, qui font à peu près 6 200 000. Donc ça reste quand même une ethnie à 40% majoritaire dans le pays. Alors, on est face à une déstabilisation qui n'est donc pas récente finalement, qui tire ses sources depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais que se passe-t-il actuellement du coup ? Ce qui se passe, et là on fait encore un petit retour en arrière avant de comprendre, c'est que comme beaucoup de pays africains, le Burkina Faso suit les bases posées par les partis uniques, les systèmes autoritaires, les systèmes très soviétiques pour le coup. Et la question est posée la suivante, c'est dans des pays justement où on est dans des ordres sociaux tribaux, c'est la grande rhétorique des pays africains dans les partis uniques, c'est on est dans une société où Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de nation, il y a beaucoup d'ethnies mais pas de nation. Il faut donc un régime fort pour qu'on maintienne la cohésion. C'est la grande question et c'est ce qu'on retrouve au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, on retrouve plusieurs ethnies, dont les Mossi, qui justement, je disais, 40% de la population. C'est l'ethnie de Blaise Compaoré. D'autres ethnies majoritaires. Et pour certains, Blaise Compaoré est un médiateur prédisposé à établir une vraie démocratie consensuelle, justement par le biais de ce régime fort, puisque c'est le régime qui fait avancer les peuples. Et d'autres diront que c'est pas vrai. Alors les événements récents démontrent le contraire, justement, que ce n'est pas un vrai démocrate, et en remettant au goût le prétorianisme hérité des partis uniques, et pour préciser cette domination de l'armée. Donc on retrouve tout. En plus, il est arrivé au pouvoir en 87, ce qui fait qu'il est passé à la transition démocratique en gardant toutes les logiques tracées par les partis uniques et l'idéologie marxisante de Thomas Sankara. Alors pour nos fidèles auditeurs, on commence à comprendre que finalement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et là j'espère que je ne vais pas offusquer la planète entière, mais comme d'habitude en Afrique, on a du mal à mettre en place une république, une démocratie finalement. Ah oui. Et c'est ça qui est assez marrant. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Blaise Compaoré semble jouer en 91 le jeu du multipartisme, de la démocratie, puisqu'il a établi ses règles pluralistes.
Mais alors, si on fait un petit retour, hein, ça n'empêche pas de modifier 2 fois l'article 37 de la Constitution, définissant le nombre de mandats présidentiels. Alors, en 91, une loi fondamentale instaure l'élection du président pour 7 ans, renouvelable une fois. Le terme une fois est supprimé en 87, permettant 97. en 97, permettant un exercice du pouvoir à vie. L'affaire Zongo, du nom d'un journaliste retrouvé mort avec 3 autres personnes avec qui il enquêtait sur le meurtre impliquant le frère du président, provoque une grave crise politique peu après sa réélection en 98. En 2000, la Constitution est donc réamendée, le septennat devient quinquennat, renouvelable une fois. Le Conseil constitutionnel autorise toutefois la candidature de Blaise Compaoré en 2005, estimant que la révision n'avait pas, je cite, assez d'aspects rétroactifs. 10 ans et deux élections plus tard, l'article 37 est à nouveau la cible du régime. On est dans la crise actuelle. En somme, Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir en 87 par un coup d'État, devait achever en 2015 son deuxième quinquennat, après avoir effectué 2 septennats. Donc vous voyez, c'est toujours modifié, la Constitution, et on est toujours dans ces grands trucs. Et là, je vais peut-être essayer de proposer très rapidement, pour pas que ça dure trop longtemps, un petit résumé quand même de ce qui se passe vraiment pour le coup, mais je trouve Actuellement, oui, voilà, la mais situation. ça va être très vite. Alors, ce qui se passe, c'est que quand l'article 37 a voulu être modifié, qu'on a voulu mettre la création d'un Sénat, il y a un référendum qui a été proposé. Des échauffourées ont éclaté parce que lors d'une grande il y a une grande manifestation qui a dit non, on veut absolument pas de référendum alors évidemment les pour Compaoré et ceux qui étaient contre Compaoré. Ceux qui étaient contre étaient quand même 1 million. Des violences ont eu lieu contre les forces de l'ordre, ça a fait plusieurs blessés. Et le lendemain, donc, appel à grève générale qui n'a pas vraiment été suivi au Burkina Faso. Un responsable de l'opposition au Burkina Faso a appelé à un printemps noir. Contre le régime du président Blaise Compaoré sur le modèle du printemps arabe, donc pour le coup, et à une marche sur l'Assemblée jeudi pour empêcher la révision constitutionnelle. Alors, ensuite, l'Assemblée est prise d'assaut, enflammée, au même moment où des manifestants donc de l'opposition prenaient d'assaut la télévision nationale. Alors, comme l'a martelé un des opposants, le président du Burkina Faso doit tirer les conséquences de l'assaut contre l'Assemblée à Ouagadougou, incendié jeudi par un manifestant. Et ce qu'il faudrait, selon lui, a déclaré ce leader de l'opposition, c'est d'arrêter cette volonté de modifier, de réviser la Constitution. Le gouvernement du Burkina Faso a annulé le vote prévu le 30 octobre relatif justement à la révision constitutionnelle. C'est un peu compliqué, mais c'est très facile en fait. A appelé la population au calme, on essaie de calmer un petit peu le tout. Après, c'est l'armée qui s'en mêle. Je vais aller très vite. Blaise Compaoré a dit justement qu'il ne quitterait pas le pouvoir. Et puis au final, devant la pression de l'armée et des 2 hommes forts de l'armée qui vont se présenter plus tard, il va décider de quitter le pouvoir. Et un représentant de l'armée burkinabé a affirmé il y a une semaine et demie à la foule que le président Blaise Compaoré n'était plus au pouvoir, ce qui a provoqué une immense explosion de joie parmi dizaines de milliers de personnes qui étaient rassemblées dans le centre de Ouagadougou. Il quitte le pouvoir. L'armée prend ensuite des mesures avec l'annonce d'un chef d'état-major qui se disait le général Naboré Honoré Traoré, qui assumait les fonctions du chef de l'État. Le chef de l'opposition, va dire finalement, de l'opposition burkinabé, qu'il a peur des dissensions au sein de l'armée. Et il avait raison, parce que avec le premier général, donc Naboré Honoré Traoré, c'est un autre qui va prendre le pouvoir, c'est Isaac Zida, qui va être le nouvel homme forme de cette transition. Alors, et là, vraiment, pour aller très vite, l'armée va vouloir mettre un système de transition, ils vont aller voir les chefs coutumiers, ils vont essayer de simplifier un petit peu les régimes constitutionnels, ils vont essayer de faire la transition avec les opposants et avec les opposants à Compaoré et les partisans de l'ancien président. Un régime de transition va être fait en s'appuyant sur les chefs coutumiers. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'en parle des chefs coutumiers, c'est que c'est très important dans la politique africaine. Donc, au final, les négociateurs civils tentaient de s'entendre il y a une semaine, mercredi, il y a une semaine, au Burkina sur les exigences formulées par les militaires pour la transition à venir, mais l'armée voulait manifestement conserver son influence une fois qu'elle aura rendu le pouvoir. Donc on voit que c'est pas forcément si simple que ça. L'armée prend toujours du pouvoir. On ne sait pas comment on peut s'en sortir de ça, et ça fait écho à quelque chose de plus large, on va dire de façon nette. Voilà. Eh bien, merci pour tout cela. Nous avons une dernière question ? Non, c'est bon ?
Bah, Si, je sais pas. si, je voulais peut-être. Ah oui, pardon. Ah. Excusez-moi. Écoutez, on a essayé de faire les choses bien, mais bon, j'avais pas vu la dernière ligne. Que retenir de cette crise multiforme alors, dis donc? Ah bah, on y va. Non, mais effectivement, on a une crise quand même assez importante. Tu viens de nous la décrire et on en entend parler d'ailleurs dans les médias. Et effectivement, eh bien, la grande question que sont en droit de se poser nos auditeurs, c'est qu'en retenir et comment cela peut-il. Vers quoi cela peut-il tendre? Je vais résumer ça en quelques mots. Je vais essayer démocratie qui n'est pas adaptée à l'Afrique et qui ne le sera jamais si elle n'est pas africanisée. Deuxièmement, le poids des partis uniques et des systèmes. Je veux dire, Blaise Compaoré était quand même un des ténors du parti unique avant de faire la transition, à la fin de la transition démocratique. Donc il reste justement cette forme de prétorianisme. Le système est instable, ce qui fait que ça explique encore les situations de coup d'État qu'on a connues des années 60 à 80, que l'Afrique a connues des années 60 à 90. Le pouvoir est très puissant, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours des reines un peu partout. Enfin, des personnes qui peuvent tenir, même en cas d'abandon du pouvoir de la part du président, il y aura toujours des réseaux qui sont toujours là. Et finalement, le Burkina Faso n'est pas le seul. Et j'ai essayé de faire une typologie justement des présidents qui s'attachent au pouvoir. Alors, je ne vais pas citer les noms parce que ce serait trop exhaustif, trop compliqué, des fois un peu exhaustif, mais on retrouve ça en Gambie, au Togo, au Tchad, en Guinée équatoriale, en Érythrée, en Somalie, en Ouganda, au Gabon ou encore en Angola, c'est-à-dire, et même j'aurais pu le mettre mais je l'ai cité avant, le Cameroun, c'est-à-dire que c'est pas les seuls, ce sont vraiment des systèmes politiques qui sont restés sur le système préalable des années 60 ou 90, le parti unique, les influences sont toujours telles qu'il y a des crises et la démocratie n'arrange en rien ça parce qu'elle est sur la forme démocratique, le fond reste unique, parti unique, voilà. Donc que retenir de ça? Voilà, donc le déroulé est très simple. On veut modifier les articles 37, on veut mettre un Sénat, les populations disent non. Le Sénat, ça va mettre trop de pouvoir au président, à Compaoré. L'article 37, ça va faire, comme Paul Biya, une explosion de la longévité de son pouvoir. Les gens disent non, on se révolte. L'armée se mêle un peu là-dedans, prend le pouvoir, déchu, Blaise Compaoré est déchu. L'armée se bat le pouvoir civil veut reprendre le pouvoir, l'armée veut pas, et on en arrive à une situation de transition qui est loin d'être transition pour l'instant. Un avis, messieurs, Hugo, sur la situation au Burkina Faso. Je ne sais pas si tu as pu la suivre dans les médias ou à travers différentes lectures. Oui, ça m'a fait assez rire quand tu as présenté le sujet au début de l'émission. Tu as dit que c'était enflammé ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, ça l'est vraiment. C'est vraiment un pays en feu. J'ai vu les images. Tu vois, la population civile, les manifestants. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'était assez... Mais si ça t'a fait marrer, écoute. Non, parce que souvent on dit en feu, mais c'est... Une image. C'est une image. Et là c'est pour le coup, c'est l'Assemblée qui était mise à feu et presque à 100. Mais ça va dans une... Peut-être, on verra vers quel dénouement ça va nous mener. Ça reste à déterminer. Je ne sais pas si Marc aura une réponse à donner, une espèce de perspective à nous offrir. Mais voilà, pour le moment, ça peut être positif. Hein, c'est une espèce de mouvement plus global. J'ai l'impression qui remonte. Marc citait l'exemple d'un opposant qui parlait de printemps noir, printemps africain, je ne sais plus. Printemps noir, voilà. Donc il y a une logique qui remonte au printemps arabe, aux révolutions de Jasmin. Donc déjà, ça date de... Où est Bernard-Henri Lévy? Ça date de 2011. Nous l'attendons. C'est de 2011-2010. C'est quoi les ressources? Excuse-moi. Et donc voilà, il y a une espèce, j'ai l'impression de, je sais pas si on peut parler de contagion, mais de diffusion au moins du mouvement. Pour le coup, sur encore contre des régimes qui s'éternisent, des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Kadhafi, je savais pas, j'ai appris la dernière fois qu'il est resté au pouvoir 40 ans, je crois. Vraiment, papy, faut quitter ton siège doré, hein. Faut laisser la place aux jeunes. Donc là, pareil, Paul Biya, ça fait plus de 25 ans. Blaise Compaoré, ça faisait également depuis 87. Donc si on avait atteint 2015, ça aurait fait... Ça fait même 33 ans, Paul Biya. Paul Biya, 33 ans, voilà, il a arrive dépassé au pouvoir la en trentaine. 82, Et François Hollande, il aura déjà du mal à faire 5 ans. Voilà, non, mais c'est... Faut aussi voir ça. Le président qui enchaîne 2 septennats et 2 quinquennats, il a le temps d'installer toute sa famille, toutes ses amis et les pièces rapportées dans tous les rouages du pouvoir. Donc à un moment, la personne est indéboulonnable, à moins qu'il se passe quelque chose qui a des traits révolutionnaires dans le pays, qui plus est dans un pays qui a une espèce de terreau pseudo-marxiste avec Thomas Sankara.
Je voudrais quand même demander à Marc, qui étudie pas mal la situation en Afrique, justement, tu remets souvent en cause le système démocratique qui finalement s'acclimate mal à l'Afrique, mais que dire de ces personnages qui finalement se tiennent à leur pouvoir bon alors on voit bien que la démocratie ne fonctionne pas pour le coup, mais que dire d'être parfois un leader charismatique qui reste au pouvoir des années et des années, est-ce qu'il y a une position là-dessus? Bah, c'est-à-dire, moi, à mon sens, et puis bon, mon sens est venu des lectures d'Africains, je précise quand même, il y a toujours eu une sorte de domination un petit peu charismatique, mais le terme n'est pas très bien choisi en Afrique, je dirais plutôt une domination semi-traditionnelle, ou plutôt traditionnelle, parce que quand il y avait eu quand les chefs d'État africains dans les années 60, des années 60 à 90 étaient en position de puissance, que ce soit né d'un coup d'État ou pas, ils faisaient quand même État, où il y avait figure d'un vrai chef traditionnel. Il y avait vraiment une sacralisation du pouvoir en Afrique avec des liens tribaux et autres. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas raisonner en Afrique avec comme Maxime dirait, avec nos dogmes occidentaux, à l'air de dire c'est juste quelqu'un qui a les rênes du pouvoir ou les rênes de l'État. Là, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir, qui a des liens. Alors ça c'est pareil, c'est partout pareil en France avec des réseaux clientélistes, etc. Mais en Afrique, les réseaux sont souvent ethniques ou tribaux. On retrouve très facilement l'appui des chefs coutumiers qui soutiennent. Il y a une forte sacralisation du pouvoir, ce qui fait qu'en plus d'être un homme fort en politique, c'est un homme fort au milieu de son clan ou de sa tribu, ça dépend, et plus largement de son ethnie, si on va chercher vraiment très 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 loin. Donc voilà, il y a pas de... Et ce que je propose moi justement, c'est d'intégrer ces puissances traditionnelles au système en créant en plus du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce que j'appellerais un conseil des sages, je ne sais pas si je pourrais l'appeler comme ça, c'est-à-dire proposer justement des représentants des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, pour justement avoir des voies de délibération consultative, donc pas le but de leur donner du pouvoir, mais qu'ils puissent consulter, ce qui fait que comme les chefs les présidents et ce sont des gens aussi comme d'autres, comme les Africains, hein, si leurs chefs coutumiers s'accordent à faire une espèce de paix perpétuelle ou de signer un accord de paix ou de gestion mélangée entre toutes les ethnies, ça causerait déjà beaucoup moins de dégâts à mon avis. Mais aucun président ne serait prêt à faire ça parce qu'il perdra du pouvoir. On renvoie bien sûr nos auditeurs à une émission qui avait été tournée juste avant les vacances de la Toussaint de cette année 2014, où tu nous parlais justement de ce système avec une sorte de troisième chambre, effectivement, pour peut-être éventuellement répondre à toutes ces difficultés que l'on rencontre en Afrique pour effectivement le pouvoir. Maxime, tu souhaitais réagir également? Ouais, enfin, j'ai pas suivi ça de très près, mais bon, enfin, puis Marc a dit un peu les fondamentaux. C'est vrai qu'on répétera jamais assez que on s'indigne de voir un président, enfin un homme d'État, un chef d'État rester longtemps au pouvoir. Bon, c'est clair que Compaoré, je suis pas sûr que ce soit celui qui travaille, qui œuvre le plus pour le bien commun des Burkinabés. Mais en tout cas, je veux dire, dans l'idée d'avoir une personne qui reste au pouvoir longtemps, voire à vie, moi personnellement, n'est pas un truc qui me choque. Je pense que là, quand on est choqué de ça, on raisonne un peu avec notre logiciel moderne, justement républicain, démocratique, bon, tous ces termes-là à mettre entre guillemets, bien entendu, et que du coup, bon, j'ai envie de dire presque de quoi on se mêle d'aller essayer. Je veux dire, l'Afrique est un pays qui n'est pas un pays, est un continent. Un continent qui a été basculé de manière très brutale par l'Occident, bon, pour le faire, limite caricatural, mais c'est à peu près ça, je parle sous ton contrôle, mais je veux dire qu'il a été basculé de manière très brutale dans la modernité occidentale, avec tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire que c'est un pays qui vivait, disons, dans une tradition. Tu parlais d'un conseil des sages ou je sais pas quoi, ou aussi d'autres personnalités, figures un peu emblématiques. Des chefs traditionnels. Voilà, des chefs traditionnels. C'est-à-dire c'est certainement un peu les résidus de ces traditions ancestrales. Je suis pas convaincu que l'Afrique ait toujours été un continent justement qui a été dans une situation aussi désastreuse, quoi. Je pense qu'il y a ça a beaucoup à voir avec l'influence occidentale. D'ailleurs, oui, question que je me posais. Je me demandais quelles étaient les ressources qu'il y avait au Burkina Faso. C'est très pauvre. Et quels étaient les rapports avec l'Occident. Peut-être que le fait qu'il y ait peu de ressources, ça peut expliquer qu'on n'ait pas la présence des États-Unis. Il y a en fait, si on essaie d'avoir cette lecture de la lecture-là, planète, hein,
Non, c'est vrai que c'est un pays très pauvre. En plus, il n'y a que des ressources. Il y avait du coton, mais ça suit les chutes de la. Enfin, il y a les baisses de coton. Enfin, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup. Donc le coton, mais comme les coûts sont assez bas, c'est pas terrible. Et puis la Côte d'Ivoire était un gros importateur avant des produits agricoles qu'avait le Burkina Faso, mais suite à la crise avec Gbagbo et Ouattara, bah, ça a complètement tout cassé. Donc non, il n'y a Ouais. absolument rien. C'est un des pays les plus pauvres du monde en produit C'est intérieur c'est brut. c'est des affaires en fait qui peuvent, si on recoupe avec d'autres affaires, nous permettre de voir, par exemple, bah, du coup, le côté, l'imposture de cette fameuse, enfin, en gros, l'imposture de l'Occident, de l'OTAN, etc., pour soi-disant, ou je parlais tout à l'heure de l'ONU dans notre autre sujet, de prévenir les guerres, d'éviter les situations de désordre, etc. On voit que bah, il peut y avoir des situations de désordre un peu partout dans le monde. Tout dépend, en fait, généralement, le critère qui fait que la communauté internationale veuille bien se déplacer, c'est est-ce qu'il y a des ressources ou pas. Parce que du coup, voilà, je ne savais pas si au Burkina Faso il y avait des ressources ou pas. Tu me dis que c'est un pays pauvre. Peut-être, on peut se dire que bah, puisqu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher là-bas, bah, bon, bah, c'est un pays qui peut connaître le désordre. Je me rappelle, il y avait le Rwanda aussi. Bon, enfin, voilà quoi. La France était barrée. Tiens, d'ailleurs, on pourrait faire une émission là-dessus, mais bon, c'est autre chose. La France n'a rien à voir Qu'est-ce que avec fait, les voilà, génocides. c'est ce que je disais tout à l'heure en vous coupant un peu, c'est voilà, où est Bernard-Henri Lévy, tu vois, où est Bernard-Henri Lévy, toujours prompt à dénoncer les injustices, à dénoncer la persécution. Là en plus, à Compaoré, on a quand même un mec qui a un CV, quoi. Tu vois, t'en as parlé un peu. Bon. Voilà, c'est ce genre d'affaires normalement qui nous permettent, tu vois, ces informations, si on le recoupe avec d'autres, qui nous permettent de voir d'autres choses avec plus de relief. Voilà. On va écouter Hugo qui a certainement à réagir suite aux interventions de Marc et de Maxime à l'instant. Surtout poser 2 questions qui sont peut-être complémentaires à Marc. D'abord, lui demander si, on va te demander si, à ton avis, il aurait gagné Compaoré si ça avait eu lieu l'élection en 2015. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Corruption ou 40%, 40%, les autres ethnies sont bien moins importantes. Mais pourquoi il y a eu ce soulèvement du coup si ça aussi... Parce qu'en fait, il y a eu un parti qui était allié à l'époque à Blaise Compaoré, je crois que c'était la LDF, RDA, je crois, j'ai plus, mais il y a un gros parti qui était allié, qui est passé dans l'opposition. Et des fois, il peut y avoir des alliances partisanes et ethniques. Mais quand Blaise Compaoré n'a rien fait pour ce parti, n'a pas donné des sièges d'ouverture, etc., bah, ils se sont revirés dans l'opposition, ce qui fait que ça l'a complètement cassé. Et ce qui se passe aussi, c'est devant la longévité du pouvoir, il peut y avoir des coalitions, des partis qui n'ont jamais été représentés, enfin, des partis ethniques. C'est-à-dire, si on prend la longue durée, c'est-à-dire depuis Sankara et même avant, il n'y a pas eu un président d'une autre ethnie qui a été élu. Donc il y a forcément, ça joue forcément là-dedans. Ça joue forcément. Et la deuxième question? Ouais, ma deuxième question, c'est plus sur l'après, justement, on va vers quoi? Vers quel régime? La même chose. Exactement la même chose. Même ethnie? Ah non, je sais pas. Ça dépendra justement des partis ça semble au être une pouvoir. mathématique. Donc, Oui, non, ça semble être une mathématique quand les élections sont là. Après, quand c'est des oppositions, des systèmes de transition, ça peut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les partisans qui vont refaire. Là, pour l'instant, c'est l'armée. Suite au système de transition. Et ce qui est très, des fois très marrant, c'est quand on voit le poids de l'armée, c'est que tous les présidents africains ont tendance à ethniciser les corps de l'armée. C'est-à-dire que, même pour ceux qui disent que l'ethnie, c'est n'importe quoi, tous reconnaissent que tous les présidents africains, surtout qui plus est, qui sont passés des partis uniques au régime démocratique, ont eu tendance à tribaliser l'armée, à mettre des gens de leur ethnie dans l'armée. Ce qui fait qu'en fait, les partisans là, qu'on a là, bah, ils sont de chez qui? Ils sont de chez Compaoré. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une grande résistance entre l'armée et la société civile, parce qu'il y a une très grande influence du système Compaoré dans l'armée. Et mon avis, dans la transition, c'est ça qui va sceller le truc. Est-ce que le pouvoir civil, donc d'autres ethnies, vont prendre le pouvoir, ou est-ce que le système de Compaoré, parce que l'armée c'est Compaoré depuis 87, va continuer? À mon avis, ça va continuer. Même s'il y a quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, c'est les réseaux avant des présidents sont toujours là. C'est-à-dire que vous virez Biya au Cameroun, vous aurez toujours toutes les ficelles et tous les réseaux du RDPC qui sont partout. Donc ça changera pas grand-chose. C'est quoi ces réseaux C'est-à-dire que vous avez, ce qui est très marrant en fait en Afrique, c'est que ils ont procédé comme beaucoup. Je vais essayer d'aller très vite, mais ils ont procédé à des phases de décentralisation, comme le modèle européen, enfin français du coup on va dire. On procède à la décentralisation, on fait des grosses communes, des fois on fait même des systèmes fédéraux. Mais ce qui est très marrant, c'est que dans les communautés locales, le pouvoir en place met tout en œuvre pour présenter des candidats. En gros, avec du fric, avec des influences de l'armée, etc., fait tout pour positionner en favori
un candidat. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir dans les systèmes fédéraux, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas si c'est chez Nigeria, je vais y arriver. Oui, c'est Nigeria. C'est un système fédéral et finalement les présidents des États fédéraux, d'un État fédéral et d'une ethnie particulière, sauf que tous ceux des communautés, on va dire les villes pour aller très vite, sont de l'ethnie du pouvoir. Et ça rejoint exactement ce qu'on a dans la décentralisation, c'est-à-dire dans les systèmes même au Cameroun, c'est-à-dire que tu vas avoir des communautés locales qui vont être représentées par les gros partis au pouvoir, c'est-à-dire des PC. Et quand je dis réseau plus largement, c'est hormis jeu électoral, c'est toutes les ficelles, c'est voter, c'est. Mais ça reste à l'échelle nationale. Ça reste aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'ils sont partout. C'est un peu comme l'UMPLPS quand tu as des écoles politiques un peu décalées. Là, il n'y en a qu'un. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Là, il y en a qu'un. Si tu veux. C'est les gros partis. Et c'est en fait, en gros, vous voulez manger, votez pour moi, quoi. Et puis au contraire, ceux qui sont pour le truc, votez pour moi, vous aurez ci, vous aurez ça, vous aurez ci, et c'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas dans les logiques de rapatriement ethnique, parce que c'est une autre ethnie qui est là, représentée, ils vont avoir tendance à attirer par la bouffe, quoi. C'est pour ça Bayard appelle ça la politique du ventre. C'est toujours ça. Donc, en gros, les systèmes, en fait, en Afrique, on a des systèmes à la Chavez, quoi, un petit peu partout. Tout le monde contrôle la politique locale, etc. On met voilà, je vais essayer d'aller très vite parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Mais... Alors, Maxime a soulevé finalement la question suivante, a dévoilé une partie de ma question suivante. Il a parlé de l'UMPS. Et donc, vous le savez, depuis un petit moment. Pour t'aider à faire la transition. Mais merci Maxime, c'est génial. Et donc du coup, effectivement, ça fait une personne politique de l'UMPS, si on en croit le discours lié à cela de Maxime. Eh bien, il y en a un qui revient, c'est Nicolas Sarkozy. Et je sais que tu voulais nous faire un petit bilan de l'intervention de Nicolas Sarkozy en Afrique, justement. Alors oui, parce que je précise aux auditeurs que quand Nicolas m'a dit on va faire un truc sur Nicolas Sarkozy, ou même je crois que c'est Hugo, j'ai dit oulala. On a dit qu'on allait parler à travers le Burkina Faso de la figure. L'histoire n'est pas, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Déjà le discours de Dakar. Voilà. Alors effectivement. 2001, non, c'est 2005, non, je confonds, non. Bref, 2003, je sais plus, putain. 2011 plutôt, je pense. Oui, on était sur son. Ah oui, non, 2011, exactement. Nicolas Sarkozy n'était pas encore président en 2001. Alors la grosse faute, là, c'était Chirac qui était encore au pouvoir. Bref, on s'en sait cette décennie là. Oui, il aurait pu dire ça son président. Effectivement, en préparant cette émission, nous avons dit que nous verrions à travers effectivement ce qui se passe au Burkina Faso, un petit peu la figure des chefs, et notamment des chefs d'État, en remettant en parallèle l'affaire dont nous allons parler dans un instant, juste après ce que Marc va nous dire là, l'affaire Jouillet-Fillon. Et effectivement, Marc, suite à cela, proposait de nous dresser un petit bilan de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique. 7 points très rapides, je voulais développer, je ne vais pas développer parce que là, il nous reste que 15 minutes. Donc, premier truc, la Libye. Alors ça, c'est le cas d'exemple, machin. Alors moi, j'aurais 3 questions. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il outrepassé le mandat international prévoyant une zone d'exclusion aérienne dans le seul secteur de Benghazi pour le transformer en guerre totale? Première question, pourquoi refusa-t-il toutes les options de sortie de crise proposées par les chefs d'État africains, exigeant au contraire d'une manière obstinée la destruction pure et simple du régime libyen? Ça, c'est la deuxième question que je lui pose. Et pourquoi, alors que Kadhafi venait de réussir à se sortir du piège du Sahel, c'est une guerre régionale, bref, fit-il tronçonner son convoi par l'aviation, le livrant ainsi aux islamo-gangsters du Misrata qui le mirent ignominieusement à mort? Autre point. Ouais, donc il faut qu'on invite Nicolas Sarkozy pour qu'il réponde, c'est ça? Voilà, c'est une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. Donc sur la Libye, on entend qu'il y a des petites choses à revoir. Bref, je dis pas. Alors le plus responsable pour moi, c'est aussi le fait d'avoir transformé Mayotte en département, mais ça je vais pas développer, je sais que ça peut énerver Hugo, mais pour moi c'est n'importe quoi. Le plus indécent, c'est quand même... Non mais attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Moi, je trouve qu'aujourd'hui... tu ne t'en tireras pas comme ça. Je ne m'en tirerai pas comme ça. Les prestations versées, les impôts des métropolitains sont nuls. C'est un pays qui est énormément pauvre maintenant. Donc pour toi, ça devrait être un pays en fait. Non, mais c'est-à-dire que créer un département, il faut assumer après. C'est ça que je veux vous dire. C'est que quand on crée un département, ça veut dire redistribuer des fonds, ce qui n'est pas le cas. En plus, dans une démographie qui est assez importante aujourd'hui à Mayotte. Et juridiquement, j'avais écrit justement qu'il n'existe plus aucun moyen de revenir au statut antérieur qui permettait de maintenir cette île de l'océan Indien dans l'ensemble français sans avoir à subir les conséquences dramatiques de la départementalisation. C'est-à-dire que pourquoi faire ça si on n'assume pas derrière? C'est un pays pauvre qui avec une démographie très importante. Alors c'est pas un pays depuis un c'est moment. Une île. Oui, pardon, oui, bon. Mayotte a refusé. Mayotte a refusé d'être indépendant, au contraire des îles du Comore. Ça fait partie de l'archipel des Comores, mais Mayotte a refusé.
Donc ouais, il y a quelques années de cela, en 2011, pareil, je Exact, crois, ouais, c'est ça. Mayotte est devenu le 101e département français. Mais comme tu dis, ça pose des problèmes au niveau des, oui, notamment des aides sociales, parce que on n'est pas sur les mêmes niveaux de vie. Il y a aussi une espèce de concurrence entre les pays voisins, notamment le Comore. Et tu poses la question de la démographie, qui est une question évidemment à poser, puisque l'hôpital de Mamoudzou, Mamoudzou, c'est ça. c'est exactement, ça. ouais. Et la maternité, ce qui, on va dire, ça serait un peu grossier de dire ça, mais où il y a le plus de naissances en France, Oui. je crois. Donc, Mais oui, ce qui s'explique aussi par le beau- fait que des énormément- Africains, des mères africaines d'Afrique orientale ont tendance à aller vers Mayotte, justement aussi pour ça. surtout des C'est- mères comoriennes, qui est Oui, justement mais pas que. mais pas que, c'est ça que je veux essentiellement, dire. Oui, essentiellement je suis des d'accord avec toi. Comoriens. Donc, Je suis d'accord avec toi. pas des Mahorais. Un Mahorais, c'est le gentilé pour Mayotte. Vas-y, Autre Marc, point, on te la laisse co- continuer ton la- bilan. La Côte d'Ivoire. Alors évidemment, c'est avec le soutien inconditionnel à Alassane Ouattara, qui certes a été élu, d'accord, mais reste avant tout son candidat et qui a été de façon indécente mis là, alors que il avait certes eu des influences historiques dans la vie politique. Hein, c'était quand même le premier ministre, hein, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, mais Nicolas Sarkozy qui a intervenu dans une guerre. On ne sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi si on regarde justement ce dont Maxime parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est un peu les revirements, c'est comme je serre la main à Kadhafi puis après je lui fais un point dans le dos, quoi. C'est un petit peu ça le truc. Le plus insolite, bon alors, le discours de Dakar, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, bon ça sans commentaire, hein, j'ai pas envie. Si tu veux. Alors la gestion du dossier rwandais, avec cet écartement entre Paris et Kigali, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Sarkozy est entré dans une forme d'accusation en disant finalement l'armée française a peut-être eu un rôle. Donc il y a eu une espèce de rapprochement, puis en fait ça ne servait à rien parce qu'aujourd'hui justement la réalité refait surface. Après si on peut aller encore plus loin, mais j'ai pas. On a beaucoup de trucs. Pourquoi rester sur l'étranger, sur la politique Non. non, mais je veux dire, si on veut Ah, faire non, le bilan de Sarkozy, il faut déjà Non, on va pas commencer faire par le son bilan de Sarkozy. national. Ce n'est pas là pour le coup, ce n'est pas le sujet. On va pas faire son Ah, mais c'est bilan. quoi le sujet alors? Non, c'était un regard de Marc qui souhaitait nous faire en transition Ah oui, vers par rapport à d'accord, ok, voilà, bon, vers c'était autre le chose. sujet, d'accord. Voilà, mais on fera un bilan de Nicolas Sarkozy. Si tu D'accord, veux, tu d'accord. nous feras une petite chronique sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Bon, pas besoin de le faire. Hein. Ouais, Puis vas-y, ce d'accord. qui m'a assez fait rire aussi, c'était au niveau de la guerre du Mali, quand il n'a pas voulu intervenir, quand ça commençait. Oui, parce qu'il y a eu quand même quelques éclatements. Pour toi, il aurait dû intervenir? Non, mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir le discours on sauve nos compatriotes dans un cas, et puis dans l'autre cas, dire au Mali, non, on n'y va pas. Enfin, c'est complètement. C'est paradoxal, il ne faut pas y aller. Mais je veux dire, quand on a une politique comme ça, lui, en fait, il va un petit peu partout. Si vous voulez, on est là, oui, là, puis à gauche, puis à droite. Mais est-ce que Faut être finalement, il concret, ne si fait vous pas voulez, ressortir le fait qu'il y a des situations peut-être différentes entre les pays? Non, il y a des intérêts différents et des temporalités différentes aussi, ce qui est très différent à mon avis en politique. Mais bon, j'ai un bilan, je pourrais en faire pendant 10 minutes, mais bon, je me suis concentré sur les principaux déjà. Mais un bilan qui a priori est plutôt négatif sur l'action de Nicolas c'est Sarkozy. C'est terrible. Hugo, est-ce que tu souhaites terrible. réagir à ce bilan? Oui, non, juste sur le dernier point, sur le Mali, j'en sais pas beaucoup plus, mais déjà préciser notamment que pour l'intervention qu'a menée ou a lancée François Hollande, ça s'est fait selon une espèce de mandat du chef d'État malien à l'époque, qui a demandé à ce qu'une intervention française, donc une intervention extérieure, ait lieu. Et je ne sais pas si pareille situation s'était retrouvée sous Nicolas Sarkozy. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ça On répond à une demande. dans le sens où François Hollande a pu dire simplement, voilà, on m'appelle à l'aide, donc je ne peux ne pas y aller. Mais est-ce que c'est la même justification a pu se retrouver avec Nicolas Sarkozy? J'en suis pas sûr, puisque tu parles de temporalités différentes. Nous souhaitons. Oui, en fait, Marc. Après, ça cache je pas dis des qu'on pourra parler avec ça de Maxime. Je voulais aussi parler quand même Nous sommes pas en de son conférence de rédaction. alignement avec les États-Unis sur la question africaine. Oui. Ce qui est peut-être la réponse à tes questions. Ce qui est peut-être la réponse à mes questions, en partie, voilà. Donc je voulais, voilà, ça m'énerve, voilà, c'est tout. Il a laissé le Sahel à Washington, enfin bon, c'est n'importe quoi. Bref, faudrait que je fasse un truc plus sérieux parce que là je m'énerve, alors c'est pas bien. Alors nous souhaitions aller plus loin pour conclure cette émission sur l'actualité. Nous avons parlé du Burkina Faso. Dans un autre sujet, nous avons parlé effectivement de l'affaire de Willy Sagnol. Et nous souhaitions faire le parallèle avec la figure effectivement
demande du plus haut sommet de l'État. Et là, revenir pour le coup en France, pour terminer cette émission, avec l'affaire du moment, celle qui alimente vos journaux télévisés, celle sur laquelle est BFM TV, non je ne parle pas de Nabila, mais je parle bien de l'affaire Jouyet-Fillon, dont vous avez certainement entendu parler et sur laquelle nous allons revenir. Alors, rappel des faits, François Fillon et Jouyet, je ne sais plus. Jean-Pierre Jouyet, voilà, se sont rencontrés, je crois, en juin dernier lors d'un repas. Je rappelle que Jean-Pierre Jouyet est le secrétaire général de l'Élysée actuelle, qu'il a été ministre de Nicolas Sarkozy, et que François Fillon a été Premier ministre et se combat un petit peu Nicolas Sarkozy dans la guéguerre interne à l'UMP et à la droite française. Ces deux hommes, donc l'un actuellement au service du pouvoir, qui est à gauche, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, et l'ancien Premier ministre François Fillon, donc il a été organisé ce déjeuner, au cours duquel Jean-Pierre Jouyet et François Fillon auraient évoqué le calendrier judiciaire qui concerne Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Cette affaire a été révélée par Le Monde. Des journalistes possèderaient un enregistrement dans lequel Jean-Pierre Jouyet confie que ce sujet a été évoqué lors d'un repas. Et à la suite de la parution du Monde, eh bien, Jean-Pierre Jouyet dit non, nous n'en avons jamais parlé. Puis revient sur ses paroles en disant si, d'accord, on en a parlé de Nicolas Sarkozy lors du repas. Je crois que je résume un peu ce qui se dit en ce moment, hein. Et du coup, François Fillon lui dit non, nous n'en avons pas parlé. Il est hors de question, je n'ai pas parlé de cela. Alors, évidemment, en filigrane de tout ça, on a l'affaire d'État, le fait qu'on voudrait accélérer le calendrier judiciaire, que l'exécutif pourrait agir sur le judiciaire dans ce dossier. Toutes ces questions ressortent. Et donc, on a un troisième homme dans l'affaire qui était là au repas et qui dit eh bien non, nous n'avons pas parlé de Nicolas Sarkozy, et qui donne donc, qui donne un petit peu qui rejoint la version de François Fillon. Voilà un petit peu les données du problème. Messieurs, vous en avez certainement entendu parler. Alors, que penser de cette affaire ? Une nouvelle fois, avec toutes ces idées qui ressortent derrière, avec toutes ces questions, voilà, est-ce qu'on doit intervenir, comment est-ce que le pouvoir exécutif intervient dans les affaires judiciaires, et voilà, et finalement, quelle position, quel crédit accorder à tous ces gens-là, et puis quelle est la place de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, de François Fillon, ou encore de François Hollande, le président actuel de la France, Hugo. Mais ça me rappelle un débat qu'on avait eu lors de cette émission, donc pas dans ce studio, dans les anciens studios. Oui, remarque, sinon, ça aurait été la semaine dernière, sinon. Voilà. Et où on parlait justement de Nicolas Sarkozy, et on n'arrivait pas à trouver un consensus si oui ou non c'était une figure indiscutable à la tête de l'UMP. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que si son propre ancien Premier ministre, qui est, je crois, le seul Premier ministre à être un des seuls à être resté pendant tout le mandat du président, et malgré ça, il y a une haine viscérale, si bien que... Mais qui se ressentait déjà à l'époque. Oui, non, il y a eu toujours une espèce de tension déjà dans les deux personnages ne se ressemblent pas du tout. Moi, je veux dire pas physiquement, mais dans le caractère plus. Et donc, oui, cette affaire... elle montre bien l'espèce de, d'énervement, de rancœur davantage de Fillon qui va en appeler à un ancien ministre donc de Nicolas Sarkozy, qui est aussi ami de promotion de l'ENA de François Hollande, donc qui est un peu qui a, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, ce cher Jean-Pierre Jouyet, pour justement casser l'image du chef incontestable, incontesté de Nicolas Sarkozy, et justement pour en quelque sorte le rappeler à l'ordre sur tous les procès qu'il peut avoir, et toutes les casseroles qu'il peut avoir derrière lui, et qui beaucoup restent devant lui également. Et puis voilà, comme tu dis, ça marque à la fois la collusion qui peut exister ou non entre l'UMP et le PS. Bon, on verra, les enregistrements, j'espère, sortiront, parce qu'il faut rappeler que Fillon menace de porter plainte contre les journalistes, et les journalistes menacent de sortir les enregistrements si procès justement il y a, et qu'ils ne les sortiront que si ils sont amenés devant la justice. Donc, est-ce qu'il y a collusion entre l'UMP et le PS? Pour l'instant, il n'y en a pas, vu que visiblement... ils n'ont pas la même version. Et puis d'abord, François Hollande ne serait pas forcément très très d'accord pour aider François Fillon. Et puis collusion, justement, ça se complète entre l'exécutif et le judiciaire. Là aussi,
Il semblerait que c'est la grande version de Nicolas Sarkozy. De toute façon, il a à peu près que ça comme défense. C'est on veut m'accabler, on veut me descendre. Une posture effectivement de Victime. De victime, oui. Victime totale du système. Ça ferait, je pense, assez rire Maxime de dire que Nicolas Sarkozy, non pas se réclame du système, mais se dit victime d'un système qu'il a. Il est censuré, quoi. C'est ça, je pense. Voilà, en Il quelque ne peut sorte. pas exister. Alors que c'est précisément grâce au système qu'il existe et il pourrait pas exister de son seul talent. Ça, c'est Mais évident. justement, il y a, pour les plus curieux d'entre les auditeurs, il y a un livre qui sort justement par ces mêmes journalistes, qui ne traitent pas que de ça dans leur bouquin. Ils traitent de toutes les affaires qui menacent ou qui ont menacé Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est ça, c'était dans un livre effectivement. Voilà, ce qui s'appelle, le titre est affreux, qui s'appelle Sarko s'est tué. ER évidemment pour rappeler une énième fois l'affaire d'Omar m'a tué. Maxime, Marc, une réaction sur cette affaire, cette nouvelle affaire énième depuis que Ouais, l'émission existe. C'est pour ça que ça donne plus envie d'en discuter, quoi. C'est une Dégoûté. énième pierre. Mais Moi, pour je veux même plus Pour m'intéresser l'instant, à il n'a ça, pas en été fait. condamné. Hein. Ouais, Faut-il le rappeler mais bon. Peut-être parce je qu'il veux n'a dire, pas encore eu rien de que dans verdict. l'affaire Karachi, t'as des affaires. Et puis, même, je veux dire, sans voir ça, Sarkozy mériterait déjà d'être mis au banc pour plein d'autres raisons. Déjà, le fait qu'il ait trahi la France, les Français sur le traité européen, il y avait eu le référendum, on avait dit non. Puis en 2007, il a dit si, ça passe quand même. Rien que ça, si tu veux, normalement, devrait suffire à l'évincer définitivement de la scène politique. On a vaguement rappelé tout à l'heure l'histoire avec Kadhafi. Alors on fait venir un chef d'État étranger, on l'accueille à l'Élysée avec ses Amazones, là, les tentes là, dans le truc. Et puis quelques années après, on part lui casser la gueule. Bon, enfin, c'est... Et voilà, puis un jour, François Fillon, c'est le numéro 2 de l'État aux côtés de Nicolas Sarkozy. Puis après, ils sont opposés. Quand il faut trouver un chef à l'UMP, ils se battent tous entre eux comme des chiens. Puis après, quand l'ennemi, c'est le PS, c'est tous des copains. C'est un système de mafieux, quoi. C'est un système de mafieux. Il fonctionne exactement de la même manière. Il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est rose. Mais c'est les mêmes écoles de communication, c'est les mêmes écoles, c'est l'ENA, tout derrière. Tu te demandes si l'ENA, faut pas le prendre à l'envers, tu sais. Tu vois, toutes les lettres, tu les prends à l'envers. Ça fait Anne, pour Voilà. ceux qui ne l'auraient pas compris. Merci. Et bon, je crois que maintenant, en fait, il faut se détourner maintenant de toute cette agitation, de cette gesticulation. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à en tirer de ces histoires-là, en fait. C'est quoi, sinon de faire parler, sinon de... je pense que c'est de la gesticulation. Qu'est-ce que ça cache d'ailleurs? Tiens, ça serait intéressant. À mon avis, la discussion qui serait intéressante, ce serait de savoir qu'est-ce que ce genre d'affaires là qui sont mises sous le feu des projecteurs. Tu sais, c'est rythmé. On dirait que chaque semaine a son histoire un peu people. Ça fait du people. C'est voilà, il a dit ça, mais il a dit que non. Et bientôt ils vont nous montrer les conversations SMS, tu sais, enfin, je sais pas. Et c'est censé être l'élite politique, quoi. C'est ça, en définitive, le truc, c'est censé être l'élite politique. Et puis, quelque part, c'est cohérent, puisque quand tu vois l'état de la France actuelle, que ce soit sur le niveau du chômage, que ce soit sur le niveau de l'économie... Tiens, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy devrait être aussi, mais il devrait passer par la case goudron et plume, lui aussi, pour nous avoir expliqué, au moment de la crise économique, qu'il fallait renflouer les banques pour nous sortir de la crise, et que c'était la seule condition pour le faire, avec Christine Lagarde qui nous disait, c'était le ministre de l'économie, je crois, à l'époque, ou du budget. Économie et enfin, finances, voilà, oui. qui nous expliquait à l'époque, après le renflouement des banques, c'est bon, la crise est derrière nous. C'est des choses qu'ils ont dites, tu vois. Et pourtant, ils reviennent, mais simplement parce qu'ils sont boostés par les médias. Parce que les médias, bon, je ne vais pas revenir par qui les dirige, etc. Mais ce sont les sponsors des poulains Sarkozy, des poulains Hollande. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. On a l'impression que ça change. Mais ce sont... qu'est-ce que je voulais dire? Merde, qu'est-ce que j'ai La perdu? presse, Sarkozy, Ce sont les mêmes. les poulains de... Ouais, oui, non, ouais, ça MPS. revient. Ouais, c'est parce que du coup, c'est grâce à c'est la presse qui les fait vivre, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, ce sont des gens qui ne pourraient pas exister par eux-mêmes, qui vivent de toute façon sous perfusion, et ils vivent sur le dos de gens qui ont beaucoup d'argent. Alors pourquoi est-ce que ces gens-là ont intérêt à leur donner de l'argent? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à miser sur eux? Peut-être justement pour tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être que ce bilan qui semble être désastreux est au contraire un plan qui fonctionne très bien. C'est la question qu'il faut se poser, je pense.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Une petite information juste avant de nous quitter. Sachez qu'il y a un tournoi de football à Noisy-le-Grand qui sera organisé le samedi 22 novembre de 9h30 à 14h30. Tous les renseignements, vous pouvez les avoir sur le site hksport.fr. Voilà, pour en savoir plus. 10 € par personne, 7 joueurs maximum par équipe. Il s'agit effectivement d'un événement qui est sponsorisé entre autres par la SMEREP, et je voulais rappeler que les mutuelles étudiantes sont à la maison de l'étudiant avec nous dorénavant, voilà pour l'information pratique. Et donc vous pouvez évidemment nous contacter sur politique@radio-rec.fr si vous voulez tout renseignement que nous n'aurions pas donné sur cet événement organisé le 22 novembre à Noisy-le-Grand. Vous rappelez également évidemment que vous pouvez nous retrouver sur radiorec.fr, nos podcasts, et nous avons mis en ligne cette semaine le premier podcast, la première émission, la toute première de Politiquement Incorrect, où nous faisions connaissance avec Marc, avec Hugo, avec Maxime et moi-même notamment, vous pourrez réécouter cette émission où nous parlions de Marine Le Pen déjà, et vous verrez qu'il y a 2 ans et demi, nous parlions déjà de choses qui font écho aujourd'hui, et c'était avant les élections présidentielles de 2012, avant que François Hollande soit président. Ça sera intéressant de voir justement Si tu peux parler sans manger, ce serait bien. C'est sûr, c'est audible ce que je dis. Ce sera intéressant de voir quelles étaient les analyses qui s'étaient révélées être les plus justes. Ça, on ne le sait. Enfin, après avoir écouté l'émission, on se rend compte que finalement, on ne sait pas, Maxime. Mais bon, je laisse chacun mettre. Sur l'élection de François Hollande et sur le bilan potentiel. Ça, on verra quand on pourra le dresser, ce bilan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux et très vite pour une nouvelle émission en direct de Politiquement Incorrect. Très belle soirée à tous et à bientôt.